Au cours des 10 dernières années, j'ai fait plus de 1000 démos et appels de vente. J'ai aussi passé pas mal de temps à prendre des démos en France pour acheter produits, services, etc. Et je me rends compte que le niveau en vente, il est quand même ultra bas. Du coup, j'ai envie de te partager comment on a fait, nous, pour monter une équipe qui close environ 5 millions d'ARR par an avec à peu près 12 personnes. Dans un premier temps, je vais parler d'un framework qui est ultra simple à utiliser. On a plein d'autres, mais celui-là, il fonctionne très bien. Ça va te permettre à toi de faire des ventes et après de le réutiliser pour pouvoir scaler. Ce framework qui est très connu, du coup, il s'appelle le Closer Framework. Pourquoi Closer? Donc le C, ça veut dire clarifier l'objectif du client. Le but, en gros, c'est de comprendre pourquoi la personne prend le call et surtout qu'est-ce qu'elle espère résoudre. Il y a plein de livres qui existent sur comment on fait pour essayer d'aller trouver ce qu'on appelle la root cause, donc vraiment la source du problème. Mais l'objectif, en fait, dans tous les calls de vente, c'est de faire parler la personne plus que ce que toi, tu vas parler. Ça, c'est la première règle et il faut tout le temps la respecter. Donc, quand tu clarifies l'objectif du client, typiquement, ça peut être des questions comme qu'est-ce qui te pousse à chercher une solution maintenant? Et du coup, là, on va prendre un exemple où, en fait, la personne, elle envoie des factures, mais elle galère à être payée. Genre, les gens, ils mettent toujours 1000 ans avant de payer les factures, ce qui arrive dans plein de business. Du coup, la réponse, ça pourrait être, on commence à avoir trop de factures et donc ça devient ingérable. Et là, c'est à ce moment-là où toi, faut pas t'arrêter. Même si tu sais que ta solution, elle peut répondre à ce problème, il faut que tu creuses encore plus. Et donc, tu diras, OK, et ça te coûte combien chaque mois en cash flow, ce type de retard de paiement? Plus tu vas creuser, plus tu vas comprendre à quel point la douleur, elle est réelle et c'est à toi d'insister. Donc là, la personne, elle peut te dire, on a plus de 100 000 euros qui doivent être payés et du coup, ça nous empêche de payer les salaires de nos employés. Ok, et donc si à la fin du mois, t'as pas réussi à récupérer ces factures et que tu peux pas payer les salaires, comment tu fais en général? Et là, du coup, tu creuses encore plus. La personne, elle va dire, moi, potentiellement, si on peut pas, on va devoir virer des gens, mettre la clé sous la porte, j'en sais rien. Mais en fait, plus tu vas creuser et plus la personne, elle va comprendre à quel point son problème est urgent. Et c'est après que tu vas pouvoir passer à la deuxième étape, donc le L du framework Closer, qui est labelliser le problème. L'objectif, c'est de reformuler ce que la personne t'a dit. Tu veux qu'en fait ton prospect se sente compris. Par exemple, si je comprends bien, vos équipes perdent un temps fou à essayer d'aller récupérer et recouvrir les paiements. En plus de ça, tu as un manque de visibilité de ce qui est payé ou pas. Et donc, comme tu as zéro automatisation pour relancer tes paiements, tu perds X heures chaque semaine, ce qui va faire que d'ici la fin du mois, potentiellement, la boîte va mettre la clé sous la porte. J'exagère un peu là, ce sera pas tout le temps comme ça, mais bon, c'est pour que vous ayez une idée générale de comment il faut creuser le problème pour pouvoir bien le reformuler par la suite. Quand tu labellises le problème, tu as deux objectifs. Objectif 1, faire en sorte que la personne comprenne que tu es là pour l'aider et donc que tu l'écoutes. Comprendre un problème, c'est 99% de la résolution de ce même problème. Objectif 2, tu as mal compris le problème, donc la personne peut reformuler et tu peux à nouveau recreuser. Si tu te rends compte que tu as mal compris le problème, c'est là où tu repars sur le C du framework Closer, où donc tu vas reclarifier à nouveau le problème pour être sûr d'avoir bien compris. Ça peut arriver parfois de mal comprendre, mais c'est à toi vraiment de faire cet effort, d'écouter, faire une écoute active, prendre des notes afin de vraiment bien comprendre tout ça. Ensuite, le O, c'est observer du coup les échecs du passé. Donc évidemment, t'es sûrement pas la première solution que la personne va tester, c'est comprendre pourquoi ça va pas marcher. Donc les questions que tu poses à ce moment-là, c'est typiquement qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant pour résoudre ce problème. Si on reste sur cet exemple du coup des factures impayées, le mec peut te dire je sais pas, on avait un Excel avec l'équipe et on marquait les gens qui avaient bien payé ou non en fonction des factures qu'on avait employées. Tu vois, c'est typiquement le genre de process qui est fait dans certaines boîtes à la main et qui peut être automatisé et que toi tu peux avoir une solution pour ça quoi. Et l'objectif en fait de cette question, c'est surtout pour comprendre quels sont les process que la personne a mis en place et comment toi ta solution va pouvoir ultra simplifier ces process, les rendre plus performants, plus efficaces, etc., etc. Et c'est pour ça que tu arrives du coup au S du framework Closer qui est souligner les bénéfices. Le but en fait, c'est de montrer concrètement en quoi ta solution règle le problème qui a été clarifié juste avant. Si on reste sur cet exemple, tu pourrais dire avec notre objectif, chaque facture va déclencher automatiquement un scénario de relance par email, SMS, etc. En plus, on est connecté à ta banque, donc on sait quand une facture est réglée et donc tes équipes, elles ont plus du tout besoin de passer 10 heures par semaine à faire de l'admin, tout est automatisé, etc., etc. En plus de ça, on a un service de recouvrement qui fait que si une facture n'est pas payée dans les conditions, on déclenche des lettres d'huissier, nanana. T'as compris le délire. Donc, quand t'as présenté la solution, le E, c'est l'objectif d'éliminer les objections, parce que les gens, ils ont toujours des objections. L'objectif ici, c'est de désamorcer les blocages avant même parfois qu'ils soient formulés. Mais globalement, les blocages, ça revient toujours au même. Soit t'as le temps ou l'argent, du genre j'ai pas le temps de le mettre en place ou ça coûte trop cher. Temps et argent, c'est tout le temps la même chose. Ça veut dire que la valeur perçue
est pas la bonne, donc que tu as mal pitché ta solution. Et c'est là où potentiellement ton étude des besoins a mal été faite. Donc c'est à ce moment-là où il faut que tu y reviennes et que tu essayes de creuser encore plus en profondeur. L'autre point, c'est que la personne est pas le decision maker, donc est pas la personne qui peut prendre ce genre de décision. Dans ces moments-là, il faut que tu lui poses la question, est-ce que ton boss est au courant que tu veux résoudre ce problème? Là, la personne va dire, bah oui, on en a déjà parlé, mais je dois quand même avoir son accord. C'est à ce moment-là où en fait, il faut que tu rappelles la chaîne de décision et surtout la raison pour laquelle la personne a été missionnée de trouver un logiciel, par exemple, pour ça. Donc, tu lui poserais la question, pourquoi est-ce que tu penses qu'il serait contre le fait que tu prennes une décision? Et là, du coup, ça met la personne, en fait, face à ses responsabilités. Il faut toujours garder en tête que la seule peur que les gens ont, c'est de prendre une mauvaise décision. Et que toi, quand tu fais de la vente, ton objectif, c'est de leur faire prendre la bonne décision. Et pourquoi est-ce que les gens, ils ont peur de prendre des mauvaises décisions? C'est parce qu'en fait, ils ont juste peur de faire des erreurs. Et donc ça vient aussi avec le troisième point qui est l'hésitation. Les gens, ils savent pas si c'est la bonne solution, etc. Et c'est là où plus tu vas poser des questions, plus tu vas réussir à arriver à la dernière étape qui est le R de closer pour renforcer la décision. Le but, en fait, c'est que tu ne veux pas qu'il y ait un regret post-achat. Tu vas vouloir, en fait, ce qu'on appelle solidifier l'engagement. Et comment est-ce que tu renforces la décision? L'idée, c'est d'être focalisé sur le futur que la personne va réussir à accomplir grâce à ta solution ou ton service. Un truc pour reprendre cet exemple, donc ça serait en signant avec nous d'ici quelques semaines, vos relances seront totalement automatisées, vos factures seront payées à l'heure parce que de toute façon si elles le sont pas, les huissiers seront déclenchés automatiquement et les gens du coup seront forcés à vous payer les factures qui vous doivent. Toutes les scale-up qui nous utilisent comme X, Y et Z et qui veulent scaler, en fait ils nous utilisent et ils choisissent notre solution. En fait le but c'est que la personne se sente ultra proactive d'avoir pris cette décision et se sentent au bon endroit en fait. C'est pour ça que rappeler des clients qui sont un peu identiques à la personne que tu es en train de closer, c'est utile. Moi par exemple, je sais pas moi, si je suis en train de parler avec OpenAI, en fait, je mentionnerai toutes les startups tech qui ont levé plus d'1 milliard qui nous utilisent. C'est un peu l'idée. Donc ce framework, franchement, il est simple. Évidemment, t'en as plein d'autres. Évidemment, tu peux faire des choses un peu différentes. Il est simple, il fonctionne bien. Donc franchement, moi je dirais que quand t'as pas une expérience de ouf en vente, ça marche très bien. Il faut aller à l'essentiel. Après, du coup, tu peux te poser la question maintenant, comment est-ce que tu gères et tu scales tes équipes de vente? Donc déjà, de base, le premier conseil que je donne à toute personne qui passe de je fais la vente moi-même en tant que fondateur à je recrute un sales, c'est toujours de recruter 2 sales en même temps. Pourquoi tu recrutes 2 sales en même temps? Parce que tu as envie de les comparer. Il faut pouvoir les comparer parce que souvent le risque en fait qu'on voit, c'est que quand tu es founder, oui, tu es très bon pour vendre ton produit, ta vision parce que c'est ton projet, ton produit, etc. Et les gens te font confiance parce que tu es le fondateur de la boîte. Mais potentiellement, les gens que tu vas recruter auront pas la même aura, auront pas la même confiance des clients. Et surtout, toi, en général, les clients que tu as closés, c'est des clients soit de ton réseau, soit que tu as réussi à rencontrer par X ou Y façon. Et les sales, ça sera toujours un peu différent. Ils ont pas le même titre, ils ont pas la même confiance instantanée. Et ça, il faut le prendre en compte. Et le fait d'en avoir 2 d'un coup, ça va aussi potentiellement te permettre de réajuster le niveau d'exigence. Mais généralement, tu te rends compte souvent que tu as un des 2 sales qui outperforme l'autre et ça te permet de prendre une décision rapidement sur qui garder et ensuite ça te met un peu ta baseline, donc la ligne de base pour le recrutement que tu vas faire par la suite. Une fois que tu as ça, il faut que tu aies un onboarding qui soit ultra structuré. Ultra structuré, ça veut dire quoi? Semaine 1, par exemple, tu vas faire observation des appels des top performers. Donc, quand c'est ton premier sales, en fait, tu prends des appels que toi, tu as enregistrés. Évidemment, je l'ai pas mentionné, mais tous les appels, tous les calls que tu fais, il faut qu'ils soient enregistrés. Semaine 2, en fait, là, ça va être script et jeu de rôle. Donc, là, tu reprends le framework closer. Tu te fais passer pour un client si c'est ton premier sales et du coup tu fais un jeu de rôle. Si c'est pas le premier sales, en fait tu le fais faire avec d'autres. Tu peux aussi faire avec ce qu'on appelle du shadowing. Donc tu demandes à tes sales d'assister à soit tes appels de call, soit si tu as une équipe plus grosse que les sales assistent entre eux à d'autres appels de call. Semaine 3, là du coup c'est appel fictif. Donc tu le fais, mais cette fois-ci avec les managers. Et semaine 4, c'est vraiment toi qui rentres dans le dur. Donc, c'est toi qui fais les appels de prospection et c'est toi qui fais de A à Z les démos. Un autre point qui est super important, c'est d'avoir les KPI clairs et visibles. Donc, KPI, ça veut dire Key Performance Indicator ou indicateur clé de performance en français. Donc, par exemple, nos sales, ils vont avoir des objectifs d'avoir, par exemple, 20 démos par semaine, un taux de closing supérieur à 30% et surtout une target de MRR qui va être scalable en fonction du moment où ils arrivent. Je t'explique. Les sales que tu recrutes, ils vont pas du jour au lendemain réussir à closer leur quota. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est que tu aies un ramp-up. Donc petit à petit, chaque mois, les sales vont devoir faire de plus en plus de cash. En général, ce que je considère, c'est qu'un sales, il met 3-4 mois avant de ramp-up.
Donc en 3 mois, il est censé atteindre son full quota. Et pour nous, par exemple, chaque sales à l'année, ils doivent closer globalement 580 000 $ d'ARR. Donc chaque mois, tu dois faire un petit peu moins de 50K d'ARR chez nous. Ensuite, le point, je l'ai mentionné, mais c'est super important, c'est toujours enregistrer les appels. Donc nous, je crois qu'on a utilisé pas mal de solutions. Je crois qu'on utilise Clap pas mal, mais t'en as 1 milliard qui permettent d'enregistrer les démos. C'est essentiel parce qu'en fait, ce que tu dois faire quand t'es manager, c'est toujours écouter les appels de tes commerciaux. Même moi, aujourd'hui encore, ça peut m'arriver d'aller écouter des appels sales afin de pouvoir juste faire un peu de coaching. Évidemment, on a Yann qui est VP Sales chez nous, qui bosse ultra bien et donc j'ai pas du tout besoin de le faire comme avant. Mais moi, je trouve ça toujours intéressant en tant que CEO d'aller checker de temps en temps des appels de vente parce que ça permet de voir comment la vision elle est comprise par tes sales et donc ça te permet parfois de réajuster certaines choses. Évidemment, tu veux pas bypasser ton VP Sales quand tu as un VP Sales. Un autre point aussi, c'est training hebdo que tu peux faire avec tes commerciaux. Chaque semaine, tu prends un appel, par exemple, qui a closé. Tu vas le disséquer avec toutes tes équipes et tu vas demander aux gens, OK, qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui a pas bien fonctionné selon vous? Qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire? Après, tu prends aussi un appel qui a pas du tout fonctionné et là, pareil, tu le dissèques et t'essayes de voir ce qui va bien, ce qui va pas. L'idée, en fait, c'est que toujours les gens, ils se sentent redevables. Tu vois, tu veux pas que tes sales ils soient totalement dans la nature et qu'ils fassent plus ou moins n'importe quoi, qu'ils aient aucun garde-fou et que tu comprennes pas en fait pourquoi un deal close ou close pas. Et c'est vraiment un avantage de ouf en fait de pouvoir écouter les calls, surtout que maintenant tous les outils te permettent d'avoir les transcripts, tu peux isoler les bonnes parties, tu peux voir s'ils suivent oui ou non ton framework, tu peux regarder le temps qu'un commercial passe à parler versus à écouter et juste avec quelques indicateurs comme ça, tu peux te rendre compte pourquoi un commercial il est bon ou pourquoi est-ce qu'il est vraiment mauvais, tu vois. Et ça va très très vite et aujourd'hui je trouve qu'il y a aucune excuse pour pas coacher une équipe sales à atteindre des objectifs que tu sais qui sont atteignables, quoi. Après, il y a des trucs que les gens peuvent rajouter, des leaderboards ou des compétitions en interne. Je vais pas rentrer trop dans le détail des compensations et des bonus, mais oui, évidemment, il faut que tu incentives tes sales quand ils atteignent leur quota et quand ils closent. Tu peux faire des choses avec des accélérateurs et des boosters, machin. Bon, il y a énormément de trucs très compliqués. Globalement, si tu veux rester très simple, un sales qui atteint son quota, il touche de l'argent, un sales qui superforme, il touche encore plus d'argent et ainsi de suite, quoi. Et enfin, ça c'est une partie peut-être un peu plus difficile, mais les low performers en sales, tu peux pas les garder dans ton équipe. Donc ceux qui arrivent pas à atteindre les objectifs, ceux qui malgré les coachings, malgré l'aide, malgré l'accompagnement n'y arrivent pas, malheureusement, en fait, il faut s'en séparer. C'est une conversation qui est jamais facile à avoir, mais elle est importante parce que c'est ultra important de toujours garder le momentum quand tu as une équipe sales qui arrive à closer, c'est-à-dire que ton équipe se sente entourée de top performers uniquement pour qu'il y ait cet esprit en fait d'émulation où les gens sont toujours poussés à aller chercher de plus en plus et aller se développer de plus en plus. Donc l'objectif d'une équipe qui fonctionne et qui se dépasse, c'est se dire à chaque fois on est fier d'aller chercher un deal encore plus gros, on a envie de l'afficher partout, on veut le montrer à tout le monde et c'est ça qui crée en fait cette émulation et une compétition du coup qui est assez saine. Si dans ton équipe tu as des gens qui font jamais leur quota et le message que tu envoies en les laissant dans ton équipe c'est de dire en vrai c'est OK de pas faire votre quota, vous serez quand même payé à la fin du mois. Non, ça marche pas. Faut pas oublier qu'une entreprise, c'est un but lucratif, c'est un but de faire de l'argent. Si les commerciaux n'arrivent pas à faire leur quota et donc à payer potentiellement juste leur propre salaire, ça ne peut pas fonctionner. T'es pas une association, quoi. Ça, pour moi, c'est un peu la base du sales. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'ai ressorti l'iPad. J'espère que ça sera cool. Et puis, passe une excellente journée plein de closing et de vente. Bisous.